rétrécissement mitral, donc c'est le remplissage, c'est le passage du sang de l'oreillette gauche au ventricule gauche. C'est pareil pour la droite, hein. Ce n'est pas les mêmes noms de valves, mais c'est pareil. Donc c'est le remplissage, le passage du sang pendant le remplissage ventriculaire, donc pendant la diastole. Donc pendant la diastole, c'est entre B2 et B1. Alors, au début du remplissage, le ventricule gauche est très vide, donc il va aspirer le sang, hein, en se dilatant. Donc vous avez un passage assez rapide et vous avez une intensité assez importante de votre bruit, vous voyez. Et puis avec le temps, le remplissage dit passif va diminuer. Et à la fin, quand le rythme est sinusal, bien sûr, vous avez la contraction auriculaire. Et cette contraction auriculaire redonne un peu un bump. Et de nouveau, vous allez avoir un régime de pression un peu plus élevé. Donc le sang va être là aussi encore un peu plus gêné. Et vous aurez une augmentation de votre bruit. Donc vous avez un bruit qui est protodiastolique, qui va diminuer et qui est avec un renforcement présystolique. Et ça, c'est un bruit assez grondant, c'est grondant, c'est un peu lourd. On l'entend bien, le rétrécissement mitral. On l'entend où? Eh bien, on l'entend au niveau de l'orifice mitral, c'est-à-dire au 5e espace intercostal, éventuellement un peu, quelquefois, dans la région endapexienne, périmammaire. Alors, le rétrécissement mitral, on n'en voit plus beaucoup, puisque la cause majeure, c'était le rhumatisme articulaire aigu, qu'on prévient maintenant avec des traitements. Et donc, c'est surtout des gens qui habitent dans des pays qui sont moins bien médicalisés. Donc, si vous passez en cardiologie, vous en verrez un petit peu, mais pas beaucoup. Et le rétrécissement mitral, c'est un diagnostic qu'on fait, là encore, à l'oreille. Alors, vous avez des signes surajoutés, hein, mais vous verrez ça quand vous ferez la cardiologie. Et ça fait l'onomatopée de Durosier, c'est roux-fou-tata. C'est-à-dire, le roux, c'est le bruit initial. Fou, c'est le renforcement présystolique. Et tata, vous avez un dédoublement du B2, un claquement d'ouverture de la mitrale. Voilà. Donc c'est une façon de s'en souvenir. Ouf, tata. Alors, je vous ai mis trois petites, puisque vous aurez le diaporama, trois petites diapos. Vous choisissez laquelle vous est le plus utile pour bien vous souvenir de ces 4 pathologies valvulaires. Alors, vous avez ici, en fonction de la localisation, donc les zones d'auscultation avec les pathologies associées. Vous avez ensuite votre timbre. Donc, pour tout ce qui est rétrécissement, en général, c'est dur et râpeux. Pour ce qui est l'insuffisance mitrale, c'est en jet de vapeur. D'où je trouve que c'est pas vraiment vrai. C'est en jet de vapeur. C'est souvent piaulant, surtout si l'IM est importante. L'insuffisance aortique, là, c'est doux et aspiratif. Il faut vraiment bien ausculter le patient dans le silence et vous entendez quelquefois mieux l'insuffisance aortique en antéflexion. C'est-à-dire que l'auscultation, elle se fait habituellement couchée. Éventuellement, tout ce qui est mitral, on peut majorer l'amplitude du sonore en latéral gauche, en décubitus latéral gauche. Pour l'insuffisance aortique, il faut le faire en antéflexion. Et là encore, quand vous avez une suspicion de dissection aortique devant une douleur dorsale, si vous avez une asymétrie tensionnelle, donc vous prenez bien les pouls de côté et que vous entendez une IA, alors là, vous avez fait le diagnostic que vous confirmerez par le scanner, mais c'est une urgence. Et puis, donc, le rétrécissement mitral qui est ce roulement-grondement avec des bruits surajoutés. Donc, vous avez une autre représentation, si vous aimez mieux les représentations visuelles que d'apprendre les caractéristiques, hein, avec les différentes formes de bruit. Et puis, vous avez aussi ce tableau qui est pas mal fait. Donc, vous choisirez celui qui vous permet de mieux souvenir de toutes ces anomalies. Les autres bruits, le frottement péricardique, il faut le connaître, parce que là aussi, vous avez une douleur thoracique. Hein, vous avez un patient qui a de la fièvre, et puis cette douleur, elle est comment la douleur qui fait suspecter la péricardite? Elle est augmentée par l'inspiration profonde. Hein, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous mettez tout de suite votre stéthoscope, et qu'est-ce que vous allez entendre? Vous allez entendre un frottement. Alors un frottement, c'est comme des pas sur la neige, ou quand vous prenez 2 morceaux de cuir et que vous frottez. C'est systolo-diastolique, hein, c'est indépendant des bruits du cœur. C'est pas dû à l'éjection et à la relaxation. Donc c'est à la fois pendant la systole et la diastole. Et ça, on l'entend bien. On l'entend bien. Hein. Donc sûrement, vous aurez l'occasion de l'écouter. Et puis, chez les gens qui ont des prothèses cardiaques,
pas des bioprothèses, mais des prothèses mécaniques, et ben vous entendez les bruits des petites ailettes. Alors il y a les différentes formes, il y a des billes, il y a des ailettes, et quand elles s'ouvrent et quand elles se ferment, ça fait du bruit. Donc vous entendez un bruit de valve, et si vous entendez une modification du bruit de valve au cours du suivi, ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur les ailettes, et là aussi c'est une urgence, parce qu'un des problèmes, c'est qu'il y a un thrombus qui se met, que l'ailette s'ouvre, se ferme mal, et là ça peut très bien mal se finir rapidement. Quand vous avez aussi une endocardite, chez quelqu'un qui a une valve, donc une infection, chez quelqu'un qui a une valve mécanique, ça peut faire un abcès, désinsérer un peu la valve, et vous aurez à ce moment-là des fuites que vous pourrez entendre à l'auscultation. Mesure de la pression artérielle, bon, je pense que vous savez tous à peu près comment on fait. On prend donc un brassard, on prend le sphingomètre, et puis vous, normalement, vous mettez ce brassard au niveau de l'artère humérale, vous faites bien le tour. Il y a un petit marqueur ici où est la partie qui se gonfle que vous allez mettre sur l'artère humérale. Vous mettez votre stéthoscope en aval, sans appuyer beaucoup, parce que si vous appuyez beaucoup, vous n'entendrez pas, vous bloquerez la circulation dans l'artère. Vous allez gonfler aux alentours de 200 mm de mercure votre brassard de tension, et puis vous allez ensuite dégonfler progressivement, et dès que vous entendez un bruit, c'est que vous aurez la pression artérielle, laquelle? Systolique. Donc là, si vous voulez, comme vous allez avoir changé le régime de débit, ça va être un débit qui ne va plus être complètement homogène, ça fera du bruit, et vous allez entendre le passage du sang. Donc ça, c'est la pression systolique. La pression diastolique, ça... Donc vous continuez de descendre la pression, et puis vous entendez à ce moment-là la disparition du bruit, et ça signe la pression artérielle diastolique. D'accord? Vous avez déjà pris la pression, vous avez déjà vu comment on faisait? Non? Bon. Pression artérielle, les chiffres de valeur de pression, vous savez quelles sont les valeurs normales, les valeurs au-delà desquelles on parle d'hypertension artérielle? Pardon? Très bien, ils sont très forts. Alors ça, c'est en mesure manuelle. Ça sont les normes je vous parlais des guidelines de la Société de cardiologie européenne. Quand vous faites des automesures à domicile, parce que le patient peut s'acheter lui-même un appareil qui mesure automatiquement la pression artérielle, là aussi vous avez dû en voir, ou quand vous faites un MAPA, c'est-à-dire un holter de tension, donc vous mettez un brassard, il y a un appareil qui gonfle périodiquement, toutes les 30 minutes, et qui mesure automatiquement la pression artérielle, vous avez des chiffres qui sont un tout petit peu plus bas, parce que quand vous prenez la pression artérielle, en tant que médecin, il y a un effet blouse blanche, et il y a toujours un petit stress qui intervient. Donc quand vous avez des mesures en ambulatoire où il n'y a pas le médecin, les chiffres de pression sont toujours un peu plus basses. Il faut toujours également regarder les vaisseaux, donc artères et veines, et vous pouvez à la fois les palper et les ausculter. Alors à l'auscultation, qu'est-ce que ça veut dire si on entend un souffle sur un vaisseau? Un rétrécissement ou éventuellement une fistule, c'est-à-dire un passage entre l'artère et la veine, notamment les patients qui ont un cathétérisme, donc on fait des piqûres, on pique une veine, on peut passer entre artère et veine, et à ce moment-là, les artères et veines communiquent par le petit trou qu'on a fait avec l'aiguille, et ça fait un souffle. Et l'amplitude du souffle, d'ailleurs, n'est pas forcément corrélée avec la taille de la fistule. C'est souvent les plus petites fistules qui soufflent le plus fort, parce que le delta de pression est plus élevé, donc les vitesses sont plus élevées. Alors, ici, donc, vous avez les différents pouls que l'on peut palper, carotide, radial, cubital, brachial, on fait rarement, on fait essentiellement poplité, tibial postérieur, pédieuse et fémorale, et bien sûr palper l'aorte. Palper l'aorte quand vous suspectez une pathologie, un anévrisme. Le pouls carotidien, donc on peut l'ausculter, vous mettez le stéthoscope. Alors en fait, il faut mieux mettre, plutôt que la membrane, il faut mieux mettre éventuellement ici le côté sans membrane. Vous entendez mieux les souffles vasculaires. Et puis vous pouvez bien sûr palper la carotide, vous la sentez bien. Quand un patient est en arrêt cardio-circulatoire, dans la rue, la première chose que vous faites, vous allez palper la carotide pour essayer de voir s'il y a un battement cardiaque. L'auscultation, vous allez la faire parce qu'on peut palper la carotide à visée thérapeutique. Je vous en ai parlé la dernière fois. Quand vous avez une syncope, massage sino-carotidien, vous palpez la carotide.
mais vous auscultez avant, pour être sûr qu'il n'y ait pas une sténose, donc une plaque d'athérome. Palpation vasculaire, donc le pouls fémoral, ici. Le pouls, c'est lequel celui-là? Le pédieux, celui-là. Tibial postérieur, hein, derrière la malléole, celui-là. Celui-là, le poplité. Et puis, là, alors c'est peut-être pas très visible, ici c'est la base du thorax, hein, c'est la palpation donc de l'aorte, que vous mettez le patient décubitus latéral droit, et puis vous essayez de palper l'aorte à la recherche d'un anévrisme, dont une masse expansive. Hein. Tout d'un coup, vous sentez que vos doigts sont écartés par quelque chose qui bat, c'est pas normal. Donc c'est que vraisemblablement, vous avez un anévrisme de l'aorte abdominale. Voilà. Donc, en résumé, il faut quand même que chaque fois qu'un patient vient vous voir en consultation, que vous voyez aux urgences, vous voyez cette démarche, toujours la même, de l'interrogatoire, de l'examen, avec tout ce que vous pouvez utiliser en termes d'ouïe, de toucher, et que ça vous permet, là encore, de voir s'il y a quelque chose de grave et de pousser les investigations, voire de faire des diagnostics que vous confirmerez après avec d'autres techniques. Je vous engage vraiment à toujours le faire parce que c'est gratifiant de faire des diagnostics et puis ça peut être très utile pour le patient, même si ça prend un petit peu de temps, de palper, d'ausculter les pouls, c'est